Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. C'est bientôt la période de Noël, ça ne vous aura pas échappé. Et Bien dans son job, on parle du business des jouets éco-responsables. On va en parler avec Julie Mellet, cofondatrice de Lib et Lou. Vous verrez, c'est un service très intéressant. Le livre de Smart Job aujourd'hui, tous accros aux écrans, cyberdépendance, que faire et comment en sortir. Son auteur, Alexis Péchard, sera avec nous. Il est addictologue, fondateur de Gaé Conseil. Ce sera le livre de la semaine. Et puis le cercle RH, le cercle des experts, évidemment. Une très longue interview, vous l'avez peut-être vu, on va la détailler, d'Olivier Dussopt dans les Échos sur notamment la réforme des retraites et les seniors. On parlera des salaires dans les TPE, PME. C'est compliqué, évidemment, ces négociations. Puis on parlera aussi des offres d'emploi pour les personnes handicapées. Ça progresse selon une étude Adéco. Puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. La gendarmerie soigne sa marque employeur. On verra, évidemment, et vous l'avez peut-être déjà vu à la télévision, ce clip pour donner envie à notre jeunesse de rejoindre la gendarmerie nationale. On accueillera Marie-Laure Pesan. Elle est la porte-parole de la gendarmerie nationale. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, c'est la période de Noël. Alors bon, il y a les catalogues dans les boîtes aux lettres, évidemment. Il y a les publicités à la télévision. Bref, on est matraqué. Et c'est un vrai sujet, la question des jouets et de leur qualité ou pas écologique. On en parle avec Julie Mellet. Bonjour Julie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir, cofondatrice de Lib et Lou. D'abord, pourquoi Lib et Lou ? Liberté de louer. En fait, on propose, et oui, c'est recherché, on propose un service d'abonnement sans engagement qui permet aux 8 millions de familles françaises d'avoir les bons jeux au bon moment, les nouveaux jouets sans se lasser, le tout sur un principe d'économie circulaire, notamment sur libelou.com. Vous partez quand même, et à travers votre entreprise, c'est une véritable entreprise, elle a des salariés, 8 à date ? 8 en tout, oui, tout à fait. Il y a quand même, et 3 cofondateurs, vous partez d'un principe de père et de mère de famille. Quand on ouvre l'armoire de nos enfants, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces jouets qui ont été utilisés 5 minutes, Exactement. qui viennent, disons le cash, de Chine et qui sont faits en grande partie en plastique. Exactement, et qui ne sont pas durables dans le temps. Nous, en fait, ce qu'on souhaite faire, c'est allonger la durée d'utilisation de chacun des jouets. Quand vous allez offrir un jouet à Noël, en fait, votre jouet, il va durer 6 mois au maximum. C'est la durée d'utilisation d'un jouet. Maximum. Hein. Maximum. Ça peut durer quelques semaines. Nous, en général, c'est à peu près tous les 2-3 mois que nos clients échangent leurs jouets sur le site libelou.com. Et donc, en fait, on construit des partenariats, notamment avec les fabricants de jouets, pour co-construire ensemble des jouets qui soient plus durables et donc réutilisables dans le temps. Donc, qu'on comprenne bien le concept, vous travaillez sur l'amont, là, avec les fabricants. Tout à fait. Mais vous avez aussi un travail sur l'aval. Exactement. Parce qu'il y a un vrai sujet de recyclage et d'économie circulaire. Donc là, on voit quelques images d'un des jeux qui est un puzzle. Mais vous nettoyez, vous récupérez les jouets, vous les nettoyez. C'est pas si simple quand vous faites. Vous toquez à la porte, les gens vous donnent ça dans une hotte du Père Noël inversée. Non, alors en fait, on propose 3 formules de location qui permettent d'avoir chez soi entre 4, 7 et 10 jeux par mois. La famille choisit ses jeux préférés parmi nos 1000... Donc ça, c'est un des jeux que vous proposez ? Exactement, parmi nos 1000 références de jeux et de jouets. Ça va dès la naissance jusqu'à 10 ans. On a même un peu de jeux de société. Ensuite, le parent sélectionne son point relais préféré, donc au plus proche de chez lui. Ensuite, il est livré et dès lors que l'enfant n'utilise plus ses jeux et ses jouets, hop, le parent repasse une nouvelle commande, on livre à nouveau en point relais et il échange en même temps son ancienne commande. Il y a un vrai travail de logistique, ça se passe à Vierzon. Tout à fait. C'est en région centre. Donc là, vous utilisez des collaborateurs, des salariés. Exactement. Qu'est-ce qu'ils font concrètement ? Alors, ils nettoient les jouets qui nous reviennent de la location, ils les comptent. On a notamment Nadine qui est notre superstar internationale. Bonjour Nadine. Bonjour à Nadine, qui provient aussi d'une association d'aide au retour à l'emploi. Donc on a aussi une valeur sociale. Nous, l'idée derrière Libelou, c'est aussi de créer des emplois. C'est vraiment la valeur qu'on porte chez Libelou. Et en effet, donc Nadine s'occupe de remettre en état tous les jeux et les jouets qui nous reviennent de la location, de les nettoyer, de les compter, pour finalement garantir une qualité. C'est ce qui nous diffère aussi du marché de l'occasion, c'est qu'on est garant de cette qualité qu'on propose du coup à nos clients. Alors une marque patrimoniale emblématique, j'ai adoré cette marque, j'en ai encore chez moi des Playmobil. Exactement. Et ça c'est très intéressant parce qu'on est dans la stratégie de l'économie circulaire qui est une marque mondiale. Tout à fait. Qui vous a choisi justement pour remettre des gammes en location. Remettre effectivement la gamme 1, 2, 3 qui est destinée à la petite enfance dans un premier temps. L'idée avec ce partenariat, c'est de co-construire ensemble des jouets qui soient plus durables pour Playmobil et finalement de partager nous les données qu'on
qu'on a avec nos clients sur, par exemple, la peinture qui s'écaille peut-être au fil du temps. Et d'avoir cette proximité, nous, avec nos clients, ça nous permet aussi de partager ces informations-là auprès de nos fournisseurs. Je repose la question parce que c'est concret. On a tous des Playmobil dans son placard qu'on donne parfois à ses enfants ou à ses petits-enfants. Si finalement, il y a une forme d'économie circulaire chez les grands-parents. Mais vous les récupérez comment? Playmobil va chercher? Où est le sourcing? Et en fait, c'est le client qui ramène finalement les jeux et les jouets dès lors qu'il l'utilise plus en point relais. Donc moi, je peux le faire là, dès cet après-midi. Je dépose un sac, un carton. Il faut avoir une formule de location. C'est-à-dire que vous sélectionnez vos jeux, on vous livre en point relais, et dès lors que ces jeux ne sont plus utilisés, hop, vous rendez les jeux. Et je repose ma question. J'ai 10 kilos de Playmobil dans mon placard, j'en veux plus. Je vous les rends ou pas? Pour l'instant, non. Mais c'est l'objectif. Voilà. C'était ça ma question. Oui, je vois. Mais effectivement, l'objectif à date, pour l'instant, c'est effectivement à un moment donné de récupérer les jeux et les jouets. Pour l'instant, on n'y va pas parce qu'on a déjà on a 4000 utilisateurs déjà à gérer, et donc on est en plein développement. Donc on gère petit à petit la location. La location, c'est l'économie d'usage, c'est de faire en sorte d'avoir les bons jouets au bon moment, et on est d'abord centré là-dessus. Mais effectivement, c'est une perspective de développement qu'on a identifiée. Économie circulaire, un travail social, puisque vous permettez à des collaborateurs, notamment dans le bassin d'emploi de Vierzon, de pouvoir retrouver un emploi. Et puis, il y a quand même l'enjeu de multinationales comme Playmobil. Exactement. Juste comme ça, de vous à moi, c'est quoi leur intérêt, Playmobil? Parce que toute entreprise a plutôt envie de survendre et de gonfler les placards des parents et des enfants. Pourquoi ils font ça? Ils ont identifié qu'il y avait une nouvelle tendance, la tendance de faire attention à l'environnement, aussi d'avoir ce côté l'upcycling. Exactement. Et puis c'est aussi, ça leur permet de proposer des nouveautés, de les faire tester finalement sur notre site de location, parce que la location, c'est aussi un moyen de faire tester des jeux et des jouets sans forcément les posséder. Et on a aussi la partie option d'achat que nous, on peut activer, c'est-à-dire que si un client finalement a un coup de cœur sur un Playmobil, imaginons, il a la possibilité d'activer l'option d'achat qui lui permet d'avoir jusqu'à 30% moins cher par rapport au prix d'achat d'origine. Donc il y a aussi un effet vertueux, un bonus pour ceux qui jouent le jeu, et donc on peut aussi retrouver en magasin et avoir une réduction avec des vrais Playmobil neufs. En ligne, ouais, tout à fait. La suite de votre entreprise, parce que je vous ai emmené sur le chemin d'aller ouvrir les placards, et donc ça demande une logistique très lourde. Mais il y a quand même des tonnes et des centaines de tonnes de jouets jetés par an. C'est 100 000 tonnes de déchets qui sont jetés chaque année par les jouets, tout à fait. Plastique. 6 mois de durée d'utilisation. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait après? C'est soit on les entasse effectivement dans les placards, soit on les revend à coût de 2 € après avoir passé 2 heures à négocier le prix, ou on les jette. Et encore une fois, c'est 100 000 tonnes de déchets qui sont produits chaque année. On a vu les jeux que vous proposiez tout à l'heure dans l'animation vidéo, c'est des jeux de cartes, c'est des jeux éducatifs. Ouais, il y a aussi, j'imagine, un engagement sociétal de votre société Libellou, c'est-à-dire que vous ne partez pas sur l'électronique, et je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Exactement, et puis ça fait partie surtout de notre business model, puisque en fait, on a un vrai travail de sourceur, puisqu'on source des jouets de qualité pour qu'ils soient réutilisables dans le temps. Donc finalement, c'est un modèle qui est hyper vertueux et qui nous permet de sourcer des jouets qui sont en bois, de sourcer des jouets qui sont fabriqués en zone européenne, pour vraiment qu'ils soient réutilisés dans le temps par tous nos clients. Des embauches en 10 secondes, vous allez grossir encore là, parce que oui. D'ici 5 ans, on estime à peu près recruter 40 personnes. Écoutez, c'est un beau défi. Lib et Lou, comme son nom l'indique. Rappelez-nous le punchline. Liberté de louer. Liberté de louer, j'aime beaucoup, je me suis fait avoir. Merci. La liberté d'avoir du choix, la liberté de louer, on peut en faire... Et la liberté de ne pas s'ennuyer, de pouvoir changer régulièrement de jouets. Exactement. Et afin qu'ils ne traînent pas dans les armoires, pour tous les parents qui nous regardent, parce que c'est quand même une plaie de devoir mettre ça dans des boîtes. Merci. Si je puis me permettre, j'ai un petit message à faire passer. À Nadine encore? Nadine, pas Nadine. De manière plus générale, ceux qui partagent nos valeurs, je leur adresse ce message-là. Aujourd'hui, on est dans le cadre d'une levée de fonds, on cherche des partenaires financiers qui pourraient nous accompagner dans le développement de notre structure. Et voilà, donc à toutes ces personnes qui partagent ces valeurs, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, donc Julie Mélé. Julie Mélé, c'était un pitch. M-E-L-E-T. Voilà, c'était un pitch pour Julie Mélé. Vous qui êtes des investisseurs et des fonds, engagez-vous pour cette action, cette idée, c'est très philosophique et écologique. Merci Julie Mélé de nous avoir rendu visite sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, c'est le livre de Smart Job, comme chaque semaine. Évidemment, on va parler de l'addictologie aux écrans, que ce soit les petits, mais aussi les grands, et on accueille son auteur. Le livre de Smart Job, est-ce que vous êtes accro aux écrans? Mais je suis sûr que oui, on est tous accrochés à notre smartphone, à notre tablette.
Et on se dit parfois, mais comment s'en défaire? Et justement, un livre nous en parle. Tous accros aux écrans, cyberdépendance, que faire et comment en sortir? Parce qu'il y a aussi des propositions dans ce livre d'experts, des propositions très concrètes. Alexis Péchard, merci d'être avec nous. Addictologue, fondateur de Gaé Conseil. Vous êtes déjà venu faire un débat dans Smart Job sur l'addiction. Et là, c'est un focus sur la cyberdépendance. Mais dans un spectre très large, puisque ça va évidemment des accros aux jeux vidéo jusqu'à ceux qui consultent des sites pédopornographiques, pornographiques, et qui sont complètement accros à ces sujets. Il y a une source, je dirais, excusez-moi de le dire comme ça, mais physiologique, génétique. Est-ce qu'il y a des profils à l'hyperdépendance numérique? C'est compliqué à définir. Peut-être la première chose, c'est de rappeler la distinction entre ce qui relève de l'hyperconnexion et ce qui relève de la cyberdépendance, parce que ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous l'avez dit, effectivement, beaucoup de personnes sont hyperconnectées. C'est un temps d'usage intensif des écrans, souvent au-delà de 7h30 quotidien. La cyberdépendance, c'est une pathologie, c'est une maladie, c'est une dépendance, c'est une addiction. C'est un besoin irrépressible d'avoir une activité en ligne. Et effectivement, après, il y a un spectre très large. Ça peut être des jeux, ça peut être effectivement consulter des sites pornographiques, mais ça peut être aller sur les réseaux sociaux ou tout simplement utiliser ces outils professionnels de manière complètement compulsive, en fait, au même titre que n'importe quelle forme de dépendance. Pour répondre à votre question... Qui est d'ailleurs assimilé, en tout cas pour ceux qui sont accros à ces sites pornographique, à une maladie. Enfin, on voit une espèce d'idée qui n'arrive pas à se décrocher de ça. Oui, alors il y a effectivement, enfin, là encore, effectivement, sur tout ce qui est dépendance sexuelle et en même temps ce que va proposer, entre guillemets, ces sites internet, vous avez derrière effectivement une dépendance, une maladie. Ce qui est compliqué dans cette forme de dépendance-là, c'est que bien souvent on arrive dans un registre de l'ordre du délit, qui n'est pas forcément le cas d'autres formes de dépendance. Je veux dire, on peut être dépendant aux réseaux sociaux, on n'est pas du tout dans un délit. Donc l'approche n'est pas du tout la même sur le plan individuel, mais y compris en matière de prévention de ce fait-là. Oui, les uns, et ça fait écho aux 48 personnes qui ont été mises en examen après avoir téléchargé des fichiers pédopornographiques. Là, c'est un délit. La justice passera. Effectivement, pour le jeune, puisque dans ce livre, il y a des choses intéressantes, il y a des témoignages de jeunes qui racontent leur entrée dans le jeu vidéo et qui sont des accros aux jeux vidéo. Ils racontent qu'à 6 ans, ils jouent. À 9 ans, ses parents divorcent. Et qu'est-ce que font ses parents? Ils lui achètent une tablette et un smartphone pour être connecté. Et il explique que tout part de là. Il y a des éléments sociaux aussi à l'addictologie. Bien sûr. La définition même de la dépendance, qui est bien ancienne, qui est bien avant tout ce qui est en lien avec les cyberdépendances, c'est la rencontre entre un individu, un produit, mais on peut étendre du coup un comportement dans un contexte donné. Et effectivement, là, le cas de ce patient que j'ai pu accompagner, effectivement, il y a eu un élément déclencheur favorisé effectivement par ce contexte familial. J'allais dire les contre-mesures de l'expert que vous êtes. Vous êtes addictologue, vous accompagnez des patients. Enfin, vous les appelez patients d'ailleurs. Est-ce qu'on est malade? Est-ce qu'on n'est pas malade? Enfin, est-ce qu'on gradue? C'est quoi les mots? Alors oui, ce sont effectivement des patients. Après, moi, j'exerce dans un contexte d'entreprise. Donc, ce sont des salariés qui ont le statut entre guillemets de patient. Ils sont malades, ils sont dépendants et ils nous sont orientés par les services de santé au travail essentiellement. Hormis les délits qu'on a traités et qui sont traités dans votre livre de manière très détaillée, pour ceux qui ne sont pas dans le cadre d'un délit, mais qui sont des gens évidemment en hyper-dépendance, c'est quoi les pathologies qui en découlent ou les dérèglements qui en découlent? Alors, vous avez des conséquences à la fois sur le plan de la santé physique, avec un impact sur l'hygiène de vie, sur le sommeil, avec le développement d'une dette de sommeil, si je puis dire. Impact sur la vigilance au travail, la vigilance sur la route, la concentration, troubles des apprentissages. Ça va venir dérégler l'alimentation avec des personnes qui vont perdre la notion du temps et vont mal s'alimenter ou arrêter de s'alimenter dans certains contextes. Tellement accroché. Par exemple, du binge-watching. Voilà, donc vous avez des personnes qui vont soit mal manger, soit au contraire arrêter de manger. Enfin, ils mangent pendant qu'ils jouent. Les deux. On observe vraiment les deux types de phénomènes. Donc tout ça, ça va avoir un impact sur la santé et l'hygiène de vie, et puis sur la santé mentale ensuite. Pourquoi ? Parce que les personnes qui sont dépendantes vont développer par exemple des troubles anxieux, des troubles dépressifs, mais également des phénomènes de technostress en cas d'absence de réseau, en cas d'absence de l'oubli de son smartphone, en cas de perte de batterie, etc. Combien de films, parce que la fiction le fait souvent, quand on n'a plus de réseau, combien d'acteurs hurlent en disant « j'ai pas de réseau » et on voit évidemment cette espèce de dépendance comme lorsqu'on a oublié son paquet de cigarettes. Les contre-mesures, docteur, on fait quoi? Qu'est-ce que vous leur conseillez à vos patients? Alors la première chose, c'est bien avant les patients, si possible, moi mon métier premier avant d'accompagner, de faire du soin, c'est la prévention. Et c'est donc de prendre conscience de c'est quoi notre temps écran. Le temps écran, c'est le cumul sur du
temps passé à la fois sur des outils à des fins privées, personnelles, récréatives, mais également à des fins professionnelles. C'est quoi la bonne durée ? C'est quoi la bonne durée pour un être humain ? Parce que là, vous parliez de 7h30, c'est un truc de dingue. Pas tant que ça. Oui, effectivement, c'est On a des beaucoup. notifications qui nous arrivent sur le téléphone. Oui, alors effectivement, sur les smartphones, on vous donnez votre temps écran sur la semaine, vous allez avoir votre bilan et voir s'il a augmenté ou diminué. La question, effectivement, c'est une question de temps. Aujourd'hui, toutes les études scientifiques, il n'y a pas de consensus scientifique sur cette notion de temps. Effectivement, on considère que c'est au-delà de 7h30, mais ça ne fait pas aujourd'hui consensus. Aujourd'hui, en addictologie, ce qu'on va retenir, c'est la perte de contrôle en matière de diagnostic. À partir du moment où il y a une incidence sur la vie, sur la santé, mais également sur l'apprentissage, la concentration, le travail, où on va considérer qu'il y a une problématique de dépendance et de santé. Merci Alexis Péchard d'être venu nous rendre visite. Vous revenez évidemment quand vous voulez nous Avec éclairer plaisir. sur ces sujets, parce qu'on voit qu'on est aux frontières de la psychologie, du médical et du travail. Oui. Et les trois se mêlent parfois d'une manière évidemment dangereuse. Merci d'être venu, auteur de ce livre, Tout s'accroît aux écrans, cyberdépendance. Vous voyez le titre qui s'affiche, que faire et comment en sortir. Votre éditeur ? Mardaga. Mardaga, il ne faut pas oublier l'éditeur, évidemment, qui vous a accompagné dans cette aventure, fondateur de Gaï Conseil. On fait une courte pause, c'est les experts de Smart Job, vous les attendez évidemment, il y a beaucoup d'actualités aujourd'hui, notamment l'interview d'Olivier Dussopt, le ministre du Travail, qui évoque les retraites, l'index sur les seniors et parfois les entreprises qui ne jouent pas le jeu, puis on parlera aussi des négociations dans les TPE, les PME, évidemment c'est compliqué parce que c'est des entreprises qui n'ont pas forcément beaucoup de budget, on y reviendra, puis on parlera aussi des offres d'emploi à destination des personnes handicapées. Voilà le programme, restez avec nous évidemment. Juste après la pause, on retrouve les experts de Smart Job. Le cercle des experts, ils sont là, les retraites, les négociations de salaire dans les TPE-PME, c'est un peu compliqué évidemment, mais c'est vrai aussi dans les très grandes entreprises. Puis on parlera des personnes handicapées, notamment sur les offres d'emploi. C'est une étude ADECO. Marine Balançard est avec nous. Bonjour Marine. Bonjour. Ravie de vous accueillir, directrice générale d'Ariséal. Et vous signez beaucoup de tribunes autour de la question de la décision. Absolument. Merci d'être là. Jean-Claude Beaujour est à vos côtés. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Avocat international en droit des affaires. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Jean-Michel Garrigue, ravi de vous accueillir. Jean-Michel, directeur associé en charge des RHBLB associés et par ailleurs une longue vie au sein des postes de DRH. De DRH, oui. Commençons par cette interview que vous avez évidemment dévorée, cette interview de Olivier Dussopt dans les Échos. Alors une très longue interview sur la manière dont on doit réformer les retraites. Alors d'abord, une chose est sûre, si j'ai bien lu son interview, il y aura donc bien réforme des retraites. Oui. On est d'accord. Non, mais vous le dites d'une petite voix. Oui, il y aura Oui. il y a une réforme des retraites. On va jouer sur les mots. Le discours d'Olivier Dussopt disant nous sommes parmi les seuls pays qui restons à un âge qui n'a pas été retardé, alors que tous les autres pays sont dans cette situation. On ne peut pas faire autrement que d'aller dans cette voie pour que les comptes ne soient pas trop déséquilibrés. Et maintenir le niveau de pension, parce qu'il le lit. Maintenir niveau de pension, revaloriser la retraite minimale pour les personnes, je dirais, âgées, pour les seniors, etc. Bon, tout ça, ce sont des des postures qui mettent l'opinion petit à petit dans l'idée que de toute façon, il faudra... des petits cailloux. Il faudra prolonger... allonger la durée de cotisation et sans forcément retarder l'âge de la retraite, qui est vraiment un chiffon rouge pour beaucoup d'organisations syndicales et pour beaucoup de partis politiques, mais en augmentant le nombre de trimestres de cotisation. C'est réglé. Ce qui revient quand même à peu près au même. Je pense on prend un peu les gens pour les imbéciles, parce que pour le coup, en jouant sur les trimestres, on amène facilement quelqu'un à aller jusqu'à 66, 67. Marine Balançard. Donc il y aura bien réforme. Il n'y a plus de doute là-dessus. Mais certains l'évoquaient il y a un mois. On n'était pas sûr qu'il y ait une réforme. Oui, il y a réforme et il y a des chiffres qui sont intéressants quand même. Il y a un siècle, on travaillait 70% de son temps éveillé. Oui. Aujourd'hui, vous savez combien c'est ? 40 ? 12%. C'est-à-dire qu'on fait 25 ans d'études et on est 25 ans à la retraite. Donc déjà, il y a 50 ans où on ne travaille pas, on n'est pas actif. C'est vrai. Voilà. D'accord. Et donc, c'est mesuré, c'est 12% de notre temps éveillé est passé au travail. Donc, il y a urgence, effectivement, à réformer les retraites. Mais j'espère que ça ne va pas accoucher d'une souris. Parce que, voilà. Et donc, on va pouvoir
faire également travailler les seniors. C'est ça. Nous irons au-delà des 1100 € pour les retraites minimum, et je voulais vous éclairer quand même dans cette interview où il y a le débat des seniors qui est posé sur la manière dont on doit les accompagner le plus longtemps possible au travail. Et deuxième sujet, j'ouvre ce débat, les régimes spéciaux. Là, le gouvernement, franchement, c'est très modérato l'attitude qu'il a. Bien sûr, parce qu'on sait que ce qui a toujours bloqué, c'est surtout les régimes spéciaux, transport, énergie, ce sont dans ces secteurs où on a le plus peur. SNCF, RATP. SNCF, RATP, etc. D'ailleurs, il y a la clause du grand-père qui va s'appliquer, c'est-à-dire que la réforme ne vaudrait que pour les nouveaux arrivants, Absolument. ceux qui entrent. Donc, engagement contractuel tenu à l'égard des plus anciens. C'était la clause d'Édouard Philippe, rappelez-vous. Oui, absolument. Moi, je crois qu'il y a deux choses. Alors, le ministre du Travail a aussi dit on tiendra compte de la pénibilité et on fera cela non pas métier par métier, mais il faudra que ce soit une négociation par branche, etc. Pour moi, le vrai sujet, pris globalement, on ne peut pas, ou en tout cas, si on demande de travailler plus longtemps, il faut justement mettre l'accent sur une ou deux choses. La première, c'est les seniors. J'ai entendu que vous avez annoncé cela, mais c'est une taquinerie, comme si c'était en bout de piste. Un peu. Et puis, il y a les seniors. Non. Il y a surtout les seniors. Les salariés expérimentés, puisqu'on en a parlé souvent. Oui, on en a parlé avec vous. On arrête de dire seniors. C'est l'accompagnement de personnes qui ont plus de 40 ans, parce qu'en gros, dans les entreprises, je parle sous couvert de M. Garrigue, 45. On sait bien qu'en général, on accompagne le développement en gros jusqu'à 40, quand on fait bien jusqu'à 42, 43, 45, et puis après on laisse ces gens tranquilles. Sauf qu'on ne peut pas, on laisse un peu choix. Je ne dis pas qu'on les licencie, parce qu'effectivement, il y a des études qui démontrent que le taux de chômage chez les plus de 60 ans n'est pas, est relativement, je crois, un point en dessous de la moyenne. Il y a les placards, quoi. Voilà. Mais les gens sont au placard. Mentalement, c'est insupportable. En plus, nous avons une catégorie de population qui parfois est pas trop mal formée, a du savoir-faire et dont qu'on n'utilise pas. Et donc, c'est un vrai souci de compétitivité pour nos entreprises. Pour moi, il y a un vrai travail à faire culturellement à changer les mentalités. Jean-Michel Garrigue, Marine Balançard, faut-il revoir la durée d'indemnisation chômage de 36 mois au-delà de 55 ans? Question posée au ministre, et regardez ce qu'il dit. Certaines entreprises voient en effet cette durée d'indemnisation comme un moyen de se délester, je le cite, de salariés âgés à 3 ans de leur retraite. Cela ne peut plus durer. Mais ce sujet-là, mais il est sur la table depuis quart de siècle. Mais c'est tout à fait exact. Bien sûr. Je connais même des entreprises qui calculent l'âge de départ des collaborateurs expérimentés en fonction des 36 mois qui leur permettent de faire la jonction avec la durée de cotisation nécessaire pour percevoir une retraite à taux plein. Et en d'autres termes, c'est faire déporter des problématiques d'assurance vieillesse sur l'assurance chômage. Et sur la collectivité. Marine, ça vous choque? Ça, il faut le réformer, ça. Ça, il faut y toucher. On part, à 66 ans ou 67 ans à la retraite, ça ne peut plus exister. Oui. Donc, il ne faut pas que les entreprises s'en délestent à 56. Je confirme que les collaborateurs même voient une zone de fragilité en entreprise entre 50 et 57 ans. Et à partir du moment où ils sont dans les 36 mois, ils ne se sentent plus en danger. Parce que, quoi qu'il arrive, ils auront leurs 36 mois. Ils ont leur parachute, enfin en tout cas leur sécurité. Je peux vous dire, comme avocat, nous voyons au cabinet des cadres dirigeants, des cadres qui effectivement vous disent, voilà, on me propose, je suis à 3 ans de la retraite, on me propose de partir, comme ça fait la jonction. C'est quelque chose, c'est quasiment établi. C'est quasiment ils ont quel âge? Parce que nous, on nous dit qu'on... excusez-moi, mais... C'est bien obligé. C'est 60, 61, 58 Le pourcentage, c'est que... Parce qu'en fait, ils veulent partir tôt, ces cadres. On peut mettre à la retraite un collaborateur à 70 ans. Ça, c'est la loi. On peut le mettre. C'est-à-dire qu'on peut refuser, un salarié peut refuser de partir jusqu'à 70 ans. À 70 ans, sauf dans la fonction publique où il y a... C'est 60 ans, vous avez tout à fait raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand vous regardez le taux de personnes qui prennent leur retraite à 70 ans, c'est-à-dire qui basculent d'un emploi à la retraite, il est infime. Personne ne quitte l'entreprise à 70 ans, ou quasiment personne, il y a toujours des accords individuels ou collectifs qui permettent à des collaborateurs, qu'ils soient cadres ou non cadres, de partir. Alors, ça va être 61 ans, 63 ans, 65 ans. On est loin des 67
évoqués par la réforme. Mais bien sûr. Donc dans les faits, c'est ça qui est intéressant. On débat d'un sujet, mais qui dans la réalité de vos quotidiens de chefs d'entreprise et d'acteurs ne sont pas dans la réalité. Ils ont 61 ans, vos cadres. Mais c'est précisément pour cette raison que je vous ai dit que le vrai sujet, c'est comment est-ce qu'on fait passer de 60 à 64 à 65 si on ne change pas les mentalités, dans la mesure où on ne vous propose plus, à partir de 55 ans, on ne vous propose plus d'emploi, j'ai envie de dire, progressif. On vous dit, voilà, tu vas être chargé de mission de ceci, cela. Président plénipotentiaire, quoi. Oui, on vous explique très bien. Et donc, la première, même des RH, pardonnez-moi, il arrive que les RH disent, tu comprends à l'âge que tu as, tu comprends bien que tu comprends, c'est-à-dire c'est acquis, c'est tout cela qu'il faut changer, c'est un fait, c'est acquis, tu comprends bien que, et inutile de vous dire que vous dites pas non, vous dites j'ai pas le choix, et j'ai le parachute qui me protège. Donc pour moi, on parle de changement de culture, et c'est pour cette raison qu'il faut regarder comment d'autres font à l'extérieur pour voir comment on accompagne une carrière professionnelle, non pas les seniors, comme je le disais. Un dernier mot, Marine Balançard, parce qu'on va évoquer quand même les augmentations de salaire TPE et PME, c'est la majorité des entreprises en France, mais quand même, il y a quand même un grand malentendu sur cette réforme. Juste en un mot, parce qu'on voit bien que les cadres, une grande partie, quand ils sont interrogés, et ils le seront, ont plutôt envie d'arrêter de travailler à 62, 63 pour profiter un peu de la vie, je mets des guillemets, et quand même, ce qui est vendu aujourd'hui par le gouvernement, c'est de travailler jusqu'à 67 ans, 65 ans. Ça marche pas, il y a un bug. Mais je ne dirais pas que les cadres ont envie d'arrêter de travailler. Peut-être qu'ils ont envie de plus de liberté. C'est ça, on est d'accord, je suis d'accord. C'est-à-dire travailler à mi-temps, à 3/4 temps, travailler plus de Ou sur des missions. Sur des missions. Je ne dirais pas qu'ils ont... Au contraire, je crois que l'être humain a envie de servir à quelque chose et a envie de travailler. Mais pas dans le cadre du salariat. Si, aussi. Pas forcément. Si on leur donne plus de liberté. Vous voyez, pas forcément. Et quand on cotise à côté... Je pense que c'est précisément le nœud de cette histoire. À partir du moment où vous considérez que quelqu'un qui a plus de 50 ans n'a plus d'avenir dans l'entreprise, ce qui devient pénible, et c'est pour ça que certains veulent partir, c'est qu'il n'y a plus de sens. Oui, c'est vrai. Moi, je constate qu'il y a beaucoup de souffrance au travail, oui, c'est vrai. Y compris des cadres. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point vous trouvez des gens qui ont fait HEC, Polytechnique, qui sont en état de grande souffrance au travail. Vous trouvez, moi je peux vous dire, et je parle de cela parce que c'est significatif, on se dit comment, vous trouvez de très hauts fonctionnaires qui vous expliquent, quand vous sortez dans un grand corps, je ne citerai pas, et qui me disent, mais je passe mes journées à faire des petits rapports, je m'ennuie. Donc il n'y a pas de perspective. Et donc c'est une souffrance au travail. Terrible. Et c'est cela qu'il faut... Si vous souffrez au travail, vous avez envie de partir. Parce que le drame, c'est que ces gens-là, parfois, quittent et vont monter une activité, vont avoir une activité. J'indique que l'Institut Montaigne, puisqu'il était sur notre plateau, a sorti une étude, alors c'est évidemment une étude approximative, qu'on serait à 200 000 seniors au placard et que ça aurait un coût colossal pour la collectivité. Juste pour compléter, ça c'est un élément qui est sur la table aussi du ministre, avec les placardisations. Et 300 000 postes vacants. Et 300 000 postes. Voilà. Et un coût de 10 milliards. TPE, PME, vous avez vu ces études qui sortent. Alors, j'allais dire, tous les grands DRH qui viennent sur notre plateau ne proposent pas des augmentations équivalentes à celles de l'inflation. Donc, il faut relativiser. Mais on voit que les TPE, PME, c'est compliqué pour augmenter les salaires. Et qu'en même temps, le salarié fait ses courses quand même de la même manière que tout le monde. Alors, dans une TPE ou une PME, on parlait de sens au travail. Il y a souvent dans les entreprises de petite taille davantage de proximité. Il y a plus fréquemment facilité à trouver du sens au travail dans des petites équipes dirigées par le propriétaire de l'entreprise, des équipes de quelques dizaines ou quelques centaines de collaborateurs, que évidemment dans un service, une filiale ou une branche de grands groupes. La contrepartie de cette situation qui peut apparaître comme plus favorable sur l'aspect sens au travail, c'est que les ressources financières sont souvent beaucoup plus limitées. Et non seulement elles sont plus limitées... Et le patron vous le dit en général. Voilà. Vous dites que je peux pas... Et elles dépendent, surtout dans l'écosystème des grandes entreprises, elles dépendent souvent de donneurs d'ordre pour lesquels vous travaillez de manière très majoritaire. Prenons un exemple que tout le monde connaît. Dans la région de Toulouse ou dans la région de Bordeaux, il y a énormément de TPE ou de PME ou des ETI éventuellement qui travaillent pour le secteur de l'aéronautique et du spatial et qui ont donc un ou deux ou trois donneurs d'ordre et donc qui dépendent absolument
de ce carnet de commandes. Études expert comptable perspective, excusez-moi Marine, il y a quand même des éléments intéressants. Hôtellerie-restauration qui arrive en tête à 5,23, mais ça c'est lié aux négociations d'il y a 6 mois et c'est pas lié à l'inflation, on est d'accord. Et la moyenne est de 3,10 sur le premier semestre 2022, donc largement en dessous de la possibilité de rejoindre l'inflation, quoi. Oui. Eh bien, les TPE sont confrontés à un problème, c'est que pour embaucher des jeunes, il faut payer plus. Donc, quand il y a des nouveaux à recruter, ils les payent plus. C'est un surcoût. Ceux qui sont là, on les maintient comme on peut à 2-3% d'augmentation. Et moi, ce que je vois, c'est des cadres expérimentés, un peu des cadras, eux qui, quand ils changent de travail en ce moment, gagnent 20-25% sur leur salaire. C'est-à-dire qu'il y a une débauche de cadres et c'est là que et puis le marché est mobile. Double l'inflation. Voilà. Donc il y a un marché qui est très tendu sur l'emploi et effectivement les PME n'ont à la fois pas les moyens de payer plus ceux qui sont là et elles doivent mettre le paquet pour recruter à l'extérieur. Et dans certains métiers, je les cite, les métalliers qui sont des métiers très très précis, très pointus, là les chefs d'entreprise TPE, PME qui sont souvent des petits artisans disent je dois aller jusqu'à 8,5-10% d'augmentation si je veux, et c'est ce que dit Marine Balançard, aller les chercher. Qu'est-ce qu'on fait sur ce débat des salaires? Parce que ça touche les grands groupes, ça touche les petites entreprises. C'est la course à l'échalote, mais augmenter les salaires, ça veut dire aussi augmenter les prix en bout de chaîne. Hein. Alors, il y a peut-être, j'ouvre le débat, peut-être il faudrait accepter que les grands donneurs d'ordre rognent sur leur marge, de manière à permettre aux prestataires en bout de piste d'avoir une facturation un peu plus C'est une belle importante. idée, ça, sur le papier. On est là pour en débattre, parce qu'il faut bien trouver une solution. En tout cas, il faut réfléchir à ce que l'on peut faire, parce que vous avez effectivement... Ce sont toujours les plus fragiles, parce qu'on vient de dire que les cadres sub, les gens qui sont à peu près formés, arrivent à faire des bascules à 20-25%, donc ce ne sont pas eux qui sont concernés. Ceux qui sont les plus pénalisés, ce sont ceux qui ont des emplois sinon précaires, du moins en termes de carrière, moins prestigieux, très souvent. Eh bien, c'est sur cela qu'il faut faire porter l'effort, parce qu'on en a en plus besoin. Comment voulez-vous faire tourner un restaurant si vous n'avez pas de serveur? Et malgré les 5,35, on voit des restaurants, ça c'est pas l'étude qui le dit, qui peinent. Hein, on est d'accord. Mais j'en connais beaucoup. Ils sont en grande difficulté aujourd'hui, au moment où on se parle, malgré l'augmentation et les négos. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a un débat sur le sens même à donner au travail, dans la restauration, dans l'hôtellerie. C'est une révolution qu'il faut faire. Hein. Puis il ne faut pas oublier que le contexte de l'inflation n'est pas le seul problème que rencontrent aujourd'hui les TPE et les PME. Il y a bien sûr un ralentissement de la croissance, puisqu'on est maintenant, on parle même de croissance zéro en ce moment, et puis il y a l'explosion des prix de l'énergie. J'écoutais ce matin en venant à la radio l'interview du directeur de l'usine Toshiba qui est dans le nord de la France et qui racontait que le prix de l'énergie avait été multiplié par 5 en quelques mois. Et donc il dit, nous le problème que nous avons aujourd'hui, un monsieur d'ailleurs dont il disait qu'il avait grandi dans l'usine et qu'il était devenu à la force du poignet le directeur de l'usine, ce qui est évidemment tout à son honneur et à l'honneur des politiques de promotion interne au sein de l'entreprise. Mais il disait, c'est très simple, l'alternative qui s'offrira à l'entreprise qui décidera au Japon de notre sort dans quelques mois, c'est que soit ça se calme et nous pouvons essayer de perdurer, soit ils vont délocaliser la production dans un autre pays, parce qu'il y a des pays dans le monde qui ne souffrent pas de cette augmentation du prix de l'énergie, et il y a un moment où nous ne serons plus du tout compétitifs, et on fermera notre usine au profit d'une usine ailleurs dans le monde. Oui, il y a un effet ciseau, il y a à la fois le prix de l'augmentation de l'énergie qu'il faut vraiment intégrer ou pas, plus les pressions des salariés. Enfin, ça met quand même en difficulté, c'est ce que dit d'ailleurs l'étude aussi, hein, ça met en difficulté certaines TPE, PME qui disent nous... Ils n'ont pas de visibilité. Ouais. On en a parlé pour Duralex. Qui est venu sur le plateau d'ailleurs. Vous avez vu qu'il avait répondu, Marine Balançard, le directeur général du groupe Pirex, qui dirige Duralex, est venu répondre à Marine Balançard sur les propos que vous aviez tenus dans le cercle des experts. Je ne sais pas si vous avez suivi quand même ça. Oui, mais il y a ce sujet de délocalisation. C'est qu'à un moment, on est... Jean-Claude, un dernier mot, et puis il ne faut pas oublier, parce qu'on tente de pousser derrière le cerveau, qu'on vient de passer 2 ans de Covid, qu'on est dans une transformation développement durable. Vous avez vu par exemple qu'il y a Airbus a vu ses carnets de commandes ralentir fortement. Il faut être très concret. On n'est pas en train de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais toutes les mutations que nous vivons, le contexte que
incidence. ont une Évidemment. incidence aujourd'hui, parce qu'à Toulouse, le secteur aéronautique est en train de commencer à souffrir. Le Évidemment. groupe Ça, Airbus, c'est particulier quand même. le groupe Oui, Airbus mais C'est un cas qui particulier avait par toujours rapport été aux en PME. croissance. Dernier mot. Mais Le oui, groupe, il avait toujours été en croissance. Il a licencié 12 000 mais oui, mais collaborateurs. Il en réintègre. Hein. Et il en réintègre aujourd'hui des milliers parce que les carnets de commandes sont à nouveau. Ouais, on n'est pas aux 12 000, mais on est en train doucement de récupérer. Mais ils ont perdu, ils ont licencié. Pour une région que je connais bien, Toulouse, c'est un manque à gagner parce qu'il y a tout un écosystème Bien sûr, autour. bien sûr. Et c'est ce dont souffrent les uns et les autres. Merci à vous trois. Merci Marine Balançard, directrice générale d'Ariséal. Je ne sais pas si on aura des réactions encore comme ça après les propos que vous avez tenus en plateau, parce qu'on vous observe, on vous écoute. Merci à Jean-Claude Beaujour, avocat. Nous n'avons pas parlé des handicapés, des personnes en situation de en handicap. situation de handicap et des offres d'emploi. On le traitera la prochaine fois parce que c'est une étude ADECO qui montre une augmentation des offres d'emploi à destination des personnes handicapées qui a bondi de plus 50%. Comme ça, l'info est complète et on en débattra ensemble parce que ça veut dire quelque chose. Et merci évidemment Jean-Michel Garrigue, cabinet BLB Associé, DRH dans l'âme. On termine avec la gendarmerie qui recrute, campagne de recrutement. Vous l'avez vu à la télévision, c'est des campagnes très modernes, très dynamiques sur la télé et les réseaux sociaux, sur TikTok. Il faut évidemment donner envie à notre jeunesse, femmes et hommes, d'intégrer la gendarmerie nationale. Et on en parle, c'est tout de suite. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, la gendarmerie. Tout le monde connaît la gendarmerie avec une campagne passionnante, très belle campagne, on va en parler dans quelques instants, avec Marie-Laure Pesan. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes lieutenant-colonel et vous êtes la porte-parole de la gendarmerie nationale et vous portez en quelque sorte sur vos épaules cette campagne. On va la voir, regardons-la, pour donner envie tout simplement aux jeunes, et d'ailleurs aux moins jeunes, d'intégrer la gendarmerie. On dit beaucoup de choses sur votre génération. Par exemple, que vous êtes prisonnier de vos écrans. Nous, on préfère dire que vous avez l'esprit grand ouvert. On dit que vous vous préoccupez de la planète, mais vous voulez plus agir qu'en parler. On dit que vous êtes individualiste. En fait, vous voulez surtout que chaque individu soit protégé. On dit que vous n'en faites qu'à votre tête. Mais quand on voit le monde qui nous entoure, on se dit que l'engagement est une qualité. On dit beaucoup de choses sur votre génération, mais quand on vous écoute, on réalise qu'on partage les mêmes valeurs et qu'ensemble, on pourrait faire de grandes choses. La Gendarmerie nationale recrute dans 300 métiers. Gendarmerie nationale, une même flamme nous anime. Voilà, une campagne très intéressante. On voit un petit logo qui a évolué aussi. Non seulement il y a une campagne nouvelle, mais votre logo a... Non, il a évolué il y a quelques années. Il s'est affiné. On a fait une petite modif il y a quelques années. Oui. Pour être concret, aujourd'hui, cette campagne parle aux jeunes. Là, on voit des jeunes qui ont 17, 18 ans. Vous recherchez combien de personnes, là, aujourd'hui, à la gendarmerie nationale? Parce que quand on fait une campagne, c'est qu'à un moment donné, on veut toucher un public. Et là, c'est le public des jeunes. Combien de personnes? Tout à fait. Alors, on a 12 000 postes qui sont offerts cette année. Donc, chaque année, on est dans un renouvellement par le flux des départs de nos personnels et de nos militaires. Et donc, on est entre 10 et 12 000. Mais cette année, pour 2023, on est sur la fourchette haute. Donc, on a 12 000 postes à offrir. Est-ce que vous faites partie de ceux qui viennent sur notre plateau et qui nous disent, parce qu'il y a des grands DRH, des DRH de TI, qui nous disent on est en galère de recrutement. C'est compliqué pour nous le recrutement. Alors nous, on est sur un métier qui continue d'attirer. On a tous les ans... C'est quoi? C'est l'uniforme, c'est la passion du métier, c'est l'engagement, c'est l'aventure? Alors c'est plusieurs choses. On a déjà le gendarme sur le terrain qu'on voit et qu'on voit aussi à la télé, dans les séries. Enfin voilà, on a tout un sujet qui fait que finalement le premier vecteur de recrutement, c'est le gendarme lui-même. On a 88% quand même de la population qui a une bonne image de la gendarmerie, ce qui fait qu'effectivement c'est un des vecteurs. Et on attire parce qu'on a aussi beaucoup de jeunes qui veulent s'engager, protéger leurs voisins, leurs amis qui sont dans cette démarche-là, qui croient à un certain nombre de valeurs. C'est d'ailleurs pour ça que dans cette campagne, on a voulu mettre en avant toutes ces valeurs qui nous rassemblent et qui font que les jeunes sont attirés par l'institution. C'est intéressant parce que c'est une campagne qui n'est pas corporate au sens typique du terme, où on voit l'engagement des soldats. Vous travaillez sur les thèmes qui traversent notre société, l'engagement, l'écologie, et puis aussi sur les clichés qu'on a sur les jeunes.
On est dans cette volonté de vraiment leur expliquer que finalement on est pareil, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes envies, on a les mêmes objectifs. Et c'est vrai que c'est ce qui tranche effectivement dans cette campagne. On voulait vraiment se centrer sur les jeunes, leur montrer que... les atteintes à l'environnement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On est vraiment dans cette logique de lutter. Vous êtes connecté au sujet de notre société. Exactement. Je ne voulais pas qu'on se quitte sans avoir vu la petite campagne TikTok, parce que ce qui est intéressant, c'est que des institutions comme la Gendarmerie nationale, mais on a reçu le DRH de l'armée de terre, ils sont dans des stratégies aussi très innovantes. Vous êtes très innovant, malgré l'ancienneté de votre corps. C'est la campagne TikTok et on va la regarder tout de suite. Articulation, alpha à gauche, bravo à droite. On a choisi les deux parce que le premier, c'est vraiment très sociologique, très fin sur les tendances de notre jeunesse. Là, c'est très cash, j'ai envie de dire, c'est l'action, quoi. On s'engage, il y a l'uniforme, on combat. On est dans cette... C'est aussi ça la gendarmerie. Exactement, la gendarmerie c'est de l'action, c'est un métier d'action, mais pas que. C'est pour ça aussi que notre campagne elle est tournée vers la volonté de montrer qu'on a 300 métiers. C'est ça qui est important parce qu'on a il y a des scientifiques vision, aussi, faut pas le perdre de vue. On a une vision très traditionnelle de la gendarmerie. On a le gendarme qui est en brigade, qu'on connaît, qu'on croise tous les jours ou qu'on trouve dans une brigade pour aller porter plainte par exemple. On a le gendarme qu'on vient de voir effectivement en maintien de l'ordre, mais on veut leur montrer aussi qu'il existe plein de choses. On recrute des cuisiniers, on recrute des infographistes, des pilotes de drones, on recrute aussi des scientifiques parce qu'on est dans la cybersécurité. Et des informaticiens. Et des informaticiens, des ingénieurs, des doctorants, des biologistes. C'est très 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 vaste. Et l'idée, c'est de montrer qu'on est avec des jeunes qui aiment bien aussi dynamiser leur parcours de carrière, peut-être pas toujours faire la même chose. On peut leur offrir ça. Concrètement, on n'a pas de salaire, c'est une solde. On est en CDD, on entre pour 3 ans dans la carrière. On propose quoi à ces jeunes? C'est 5 ans? C'est une formation? Comment ça marche? Alors, il y a 6 voies de recrutement, donc c'est très très vaste. On peut rentrer sans diplôme, sans bac. On a des postes qui s'appellent les gendarmes adjoints volontaires, donc là c'est par voie de concours. On peut rentrer, on arrive sur un contrat qui peut aller jusqu'à 6 ans. Ça permet dans un premier temps de découvrir l'institution, de voir si ça nous plaît, de commencer à travailler au sein de l'institution. Et ça, quand on n'a pas de diplôme, ça permet aussi de bénéficier d'un concours interne sans diplôme. Et de se former. Et de se former. Mais c'est vrai qu'après, on recrute aussi des gens qui sont avec des bacs, qui ont des spécialités. On a des emplois avec des spécialités. Des compétences, quoi. Vous recrutez des compétences. On a des universitaires, on a des recrutés sur titre, des scientifiques, et ça peut aller jusqu'au bac plus 5, jusqu'au doctorat. Et une fois qu'on a le concours, après, on passe de carrière. Donc, on est sur un parcours de carrière jusqu'à être lieutenant-colonel. Voilà. Par exemple. Par exemple. Et c'est pas terminé. Merci Marie-Laure Pesant de nous avoir rendu visite, porte-parole de la Gendarmerie nationale. Ces campagnes, vous les avez vues, 12 000 postes à pourvoir dans plein de métiers avec 6 filières de formation différentes. On vous attend, engagez-vous. Voilà, vous nous avez transmis votre passion du métier. Depuis combien d'années vous êtes dans le... 18 ans. 18 ans. Merci de nous avoir rendu visite. On termine l'émission et on l'a terminé avec des images, 2 clips très différents autour de la gendarmerie nationale. Merci à vous, merci de votre fidélité évidemment. Merci à toute l'équipe, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Alexis pour le son, merci à Nicolas Juchat évidemment et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à toute l'équipe, merci à vous. Portez-vous bien, bon week-end évidemment et on se retrouve lundi pour de nouvelles aventures. Bye bye.